Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. On en parle comme les moteurs du futur, les startups, ces jeunes entreprises innovantes qui s'appuient sur le numérique et promettent aux investisseurs et aux entrepreneurs une croissance fulgurante. Mais au-delà du buzz, plusieurs questions se posent. Quelles seront les grandes innovations pour 2025 ? Quelles sont les technologies émergentes et leur impact sur notre quotidien ? Et surtout, jusqu'où l'intelligence artificielle va accélérer l'innovation. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités, avec en fin d'émission, tenez-vous bien, un invité surprise tout juste arrivé de Las Vegas pour nous parler des grandes tendances 2025 qui seront disponibles dès l'année prochaine pour faciliter notre quotidien. Le numérique pour tous, spécial start-up et innovation 2025, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui sillonne le monde entier pour détecter les startups les plus prometteuses. Mathieu Deboeuf-Rouchon, vous êtes Innovation Manager France à Capgemini Engineering. Vous avez un métier fabuleux, on va le dire. Voilà, mais alors déjà, pour commencer, on va parler des startups. Est-ce que le mot fait toujours autant rêver ? On s'aperçoit que cette dynamique, elle est extrêmement forte et qui n'a pas rêvé un jour de créer le game changer de demain dans la santé, dans la mobilité, dans la deep tech aussi, cette tech qui se voit moins, qui est plus profonde, qui est plus technique, qui pour autant est très présente, particulièrement en France avec des forces de recherche extrêmement denses et ce rapprochement des grands groupes et des startups qui démontre bien que cette dynamique, elle est virtueuse, elle fonctionne bien. En tout cas, on voit cette dynamique française s'accélérer de plus en plus et se rationaliser aussi, plus de valeur, plus d'impact. Alors justement Mathieu, on l'a dit, vous parcourez les salons du monde entier, que ce soit Vivatech en France, mais Las Vegas, Slush dans les pays nordiques. Vous êtes un peu dans le futur qui nous attend. Qu'avez-vous concrètement observé lors des derniers salons que vous avez visités ? Ce qu'on constate de manière assez radicale, la percée de l'intelligence artificielle, plus encore de la Gen AI, dont la croissance est exponentielle, plus rapide qu'avant, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, et moins de gadgets. Plus de valeur, on se pose plus de questions autour du sens en fait, les bouilloires connectées, que l'on va mettre. C'est un peu fini. C'est-à-dire que les gourdes connectées, alors il y a aussi, on cite souvent d'ailleurs le Fufuli, qui est une start-up qui travaille sur l'anxiété et un coussin que l'on va serrer, qui au Japon fait, semble-t-il, fureur. Nous, en France ou en Europe, on n'est plus sur la question du sens, on va plus s'intéresser au sujet de la durabilité, des agents conversationnels avec BMW qui intègre notamment, c'est un POC avec Valeo, donc un proof of concept avec Valeo, qui permet de tester les agents conversationnels vocaux dans les voitures. On a énormément de choses qui sont intéressantes. Le spatial, bien entendu, computing, et interagir un peu plus avec son environnement. Bien sûr, la santé connectée, enfin, tout ce qui va servir l'humanité. Gary en parlera peut-être, le Human Security for All, c'est cette technologie au service de l'humain et cette capacité à mieux servir l'humanité. Être en sécurité. Vous êtes justement l'auteur du livre Guide de survie du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il faut un guide de survie pour aller sur ce salon à Las Vegas où on voit les innovations de demain. Expliquez-nous pourquoi le futur fait peur peut-être. Le futur ne fait pas peur. Le futur, il est à l'ère des différents sujets que nous avons en face de nous. Bien entendu, le futur peut être positif ou peut être négatif. C'est ce que l'on va en faire. Ce qui est intéressant néanmoins, et pour revenir sur ce salon, c'est la nécessité de le préparer. On va conduire 30 réunions en moyenne, on va rencontrer 60 à 80 startups par jour, on va faire 20 à 25 km dans la journée. Il faut préparer ce salon pour qu'il soit efficace et qu'il soit actionnable. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence entre les autres salons de la tech. Celui-ci, par sa grandeur, en termes de mètres carrés, en termes de surface d'exposition et la diversité des acteurs, doit être préparé. Et donc, naturellement, quand on voit toutes les grandes tendances qui se dessinent, les plus de 50 catégories qu'il y a au CES font qu'on va retrouver de la santé. Alors, je pense notamment aux maladies chroniques avec Eclipia qui permet de tester en permanence jusqu'à 10 fois par jour par une technologie non invasive le taux de glycémie dans le sang. Ça fait partie de ces projets de recherche montrés au CES de Las Vegas. Et puis il y a aussi de la voiture au CES qui sont tous ces sujets qui nous permettent de voir à la fois de la recherche, de l'innovation, du passage à l'échelle. En tout cas, il faut s'y préparer pour que ce soit naturellement utile. Alors, on l'entend à travers ce que vous dites, la santé est un secteur excessivement prometteur, mais vraiment les secteurs où, s'il y avait un top 3 des secteurs où il fait bon monter une start-up aujourd'hui et qui promettent un avenir, on va dire, glorieux. Alors,
glorieux. En tout cas, ça dépendra du marché, parce qu'in fine, c'est lui qui choisit, le consommateur également. Pour autant, ce qui est intéressant, et dans toutes les startups avec lesquelles nous travaillons, nous, dans notre écosystème chez Capgemini, on s'aperçoit que l'IA est une transversale à tous les secteurs, notamment celui de l'industrie. Et ensuite, viennent assez rapidement la santé, la mobilité un peu différente de celle qu'on pourrait l'entendre au travers des voitures. C'est plus une mobilité durable. Alors, je pense notamment à Ascendance Flight Technology, par exemple, qui est une des startups avec lesquelles on travaille sur les eVTOL et les calculateurs de propulsion hybride, décarbonés via, par exemple, Solar Airship, l'aviation. Tous ces sujets qui nous amènent à redéfinir la mobilité et la santé aussi dans un meilleur diagnostic. Quelque chose qu'on peut voir avec une start-up par exemple qui s'appelle SquareMind et qui permet de mieux détecter les cancers de la peau en fonction, c'est le Google Maps de la peau, c'est comme ça qu'on l'avait surnommé assez récemment. Mathieu, tout ça a l'air très prometteur, mais il ne faut pas se mentir, derrière tout ça il y a aussi des grandes plateformes, il y a ce qu'on appelle les GAFAM, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle et les modèles, alors pour essayer de synthétiser de manière simple, mais les modèles agrègent des langages ou des langues, on va dire, donc les intelligences artificielles américaines, européennes, elles sont majoritairement américaines, donc elles vont entraîner des langages qui vont donner des idées, mais qui sont fondés peut-être sur des idées politiques qui viennent plutôt outre-Atlantique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme géopolitique que ces IA soient tellement entraînées par rapport à un continent qu'elles nous donnent un biais? On avait déjà un biais cognitif, on a un biais qui est encore plus extrapolé. Et qui est transparent. Alors c'est parce qu'il ne se voit pas en fait. C'est tout le sujet de la formation des données. On peut l'avoir et le plus simple pour l'expliquer, c'est toutes les grandes plateformes sociales qui nous isolent dans des bulles et des communautés en fonction de notre consommation de contenu. Il faut aussi jouer avec l'algorithme, à en sortir. Quand on est plutôt d'une orientation de conviction X, et plutôt aller voir celles qui sont du côté Y pour jouer un peu avec les algorithmes. On n'a pas trop le choix quand même, pas trop le choix, mais on peut le faire dans la barre de recherche. C'est aussi une solution de facilité. En tout cas, la notion fondamentale pour moi dans ce que vous soulevez sur l'influence que peut avoir une intelligence artificielle par les résultats qu'elle offre et générer notamment vocalement moins de résultats qu'on peut l'avoir dans une recherche Google. Par défaut, c'est aussi mieux s'informer, mieux se former et être en mesure de développer son esprit critique en tant qu'individu, en tant que citoyen, pour peut-être ne pas être le naïf confiant, c'est-à-dire confiant dans le message qui nous est délivré ou que l'on reçoit, mais naïf de la complexité, de la façon dont il nous est arrivé. Et ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Donc il faut se former pour être complémentaire de l'IA, ne pas en dépendre. Ce sont des éléments qui me semblent aujourd'hui importants et critiques à l'heure des deux blocs asiatiques et américains. Mathieu, pour conclure une minute, le monde en 2030, selon vous, alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais à quoi pourrait-il ressembler ? Nul ne peut présager d'un avenir technologique incertain quand on voit la rapidité de tout ce qu'il sort. Pour autant, la technologie au service de l'humain et de l'homme avec un grand H me paraît quelque chose d'important. Plus encore dans les problématiques climatiques, on ne pourra pas aujourd'hui relever les défis de l'industrie carbone neutre d'ici à 2030 ou 2040 sans la technologie, sans le travail sur les matériaux, sans toutes ces accélérateurs technologiques, ces briques technologiques qui nous permettent de le faire, et puis aussi une santé mieux pilotée, plus proactive, qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe par exemple dans notre cerveau sur les maladies dégénératives, mieux accompagner comme on le fait avec notamment un robot des seniors. C'est un partenariat qu'on a signé avec Arpavi sur ces sujets-là qui sont passionnants puisqu'ils permettent de mettre en relation en situation active des seniors dans leurs mouvements, etc. Voilà, tous ces sujets passionnants. Sécurité, bien-être et durabilité. Merci beaucoup Mathieu Deboeuf-Ronchon, Innovation Manager France chez Capgemini. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir les innovations que nous promet 2025 pour faciliter notre quotidien et celui de la planète. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Start-up et Innovation, une femme qui défend les intérêts des entrepreneurs à travers l'Europe, puisqu'elle est la directrice générale de France Digital. Maya Noël, bonjour. Vous êtes une habituée du plateau du numérique pour tous, on est ravis de vous recevoir. Pourquoi la défense des entrepreneurs est essentielle en France ? Elle est essentielle en France, mais partout dans le monde. Je pense que les entrepreneurs, c'est ceux qui créent les entreprises. Et que font les entreprises, si ce n'est créer des emplois, déjà. Et en France, si on s'arrête aux startups qui sont 15 000 aujourd'hui, c'est près de 1,3 million d'emplois qui ont été créés grâce aux startups. Et comme le disait votre invité précédent, Mathieu, je pense que c'est aussi ce qui permet, ces entreprises innovantes permettent des changements
très positif pour la société, que ce soit sur la santé, mais aussi sur des sujets stratégiques comme la défense. On a besoin d'eux. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de monter une entreprise, et surtout quand on est dans des secteurs très innovants. Plein de freins, notamment réglementaires, s'offrent à nous. Et notre but, c'est de décrypter tout ça pour créer un cadre qui soit plus favorable à l'essor de ces entreprises. Alors justement, Maya, on va être très concret par rapport aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter. Comment vous résumeriez en 3 points l'accompagnement que vous leur prodiguez ? Alors déjà, France Digital, c'est un réseau professionnel qui a pour vocation de créer des ponts, de connecter. Donc aujourd'hui, si on compte toutes nos startups, nos fonds d'investissement, nos partenaires, c'est un réseau de près de 5000 entreprises qu'on va pouvoir connecter, mais c'est aussi des écoles. Et donc le but, c'est vraiment de permettre quelque part à nos entrepreneurs de mieux recruter, de trouver des financements, de trouver des potentiels clients en France, mais aussi à l'international. Et je dirais que le deuxième aspect de notre travail chez France Digital, c'est d'être celui qui va décrypter les tendances de fond, qui du coup va permettre à nos entrepreneurs de quelque part naviguer dans cette jungle administrative et réglementaire qui existe face à eux. Et de l'autre côté, être capable aussi de sortir des tendances, de comprendre les enjeux au quotidien de nos entrepreneurs pour aller les présenter auprès des décideurs publics et du coup faire évoluer le cadre réglementaire, administratif qui va avec, mais quelque part, je pense aussi insuffler une véritable vision stratégique et politique de ce que devraient être les entreprises innovantes et comment elles peuvent représenter aujourd'hui un moteur de compétitivité pour notre pays, notre continent. Claire, très clair, Maya. Maya, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Les fonds d'investissement ont quand même longtemps distribué beaucoup d'argent à des entrepreneurs qui promettaient de changer le monde, avec finalement un impact relatif. C'est quoi la posture des fonds aujourd'hui ? Alors, l'impact relatif, je pense quand même qu'il y a de très belles entreprises qui ont émergé et qui révolutionnent beaucoup d'aspects de nos vies aujourd'hui. Longtemps distribué des fonds, l'écosystème tech, notamment français, est relativement jeune, notamment si on se compare, je regarde Gary en face de moi, à nos amis américains. Donc oui, je trouve qu'il y a un essor de cet écosystème qui a beaucoup progressé sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, on arrive à une forme de plateau, quelque part, un plateau qui est déjà assez haut. On a réussi à faire émerger des belles entreprises, mais il reste, alors c'est un jargon un peu économique, mais des failles de marché. On a encore du mal à permettre aux entreprises d'aller encore plus à l'international. On a face à nous, notamment sur le marché européen, un marché qui est très fragmenté, et donc c'est très compliqué pour nos entreprises d'aller chercher des clients en Europe. Tout de suite, elle se tourne vers les US, notamment, en grande partie. Et c'est vrai qu'on a face à nous une concurrence qui est assez massive. Vous parliez précédemment des géants tech américains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont trustés par certains géants. Maya, alors on l'a bien compris, hein, vous accompagnez les entrepreneurs, mais là aussi, la fiscalité française et la politique sociale sont quand même lourdes, on va dire, quand on est un jeune entrepreneur. On a beaucoup de contraintes. Là-dessus, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une forme d'injustice ou qu'on pourrait optimiser l'encadrement des entrepreneurs ? Je pense qu'on peut déjà saluer les progrès qui ont tout de même été faits sur les dernières années. On a eu une forme de stabilité fiscale avec la flat tax, le crédit impôt recherche, le label JE qui permet en fait quand même à nos entreprises de pouvoir quand même se créer et avancer. Et donc c'est déjà ce qu'on demande, c'est de garder cette stabilité-là. Après c'est vrai qu'on fait face à nous à une forme de lourdeur administrative. Le mot simplification est très important pour nos entrepreneurs. Je pense que même de par les entreprises, les services qu'ils créent, leur enjeu c'est de se simplifier la vie. C'est vrai que quand on a face à nous une administration qui est très lourde avec un modèle social qui est intéressant en France mais qui néanmoins apporte aussi toutes ces contraintes, et j'ai envie de dire c'est la même chose au niveau européen, c'est vrai que ça peut représenter des freins. Le but c'est de réussir à quelque part garder notre exception française et européenne avec tout ce que ça apporte comme aspect positif. Je pense que quand on y regarde de plus près, si on fait le bilan des dernières années, on a beaucoup critiqué notamment des règlements européens comme le RGPD, là récemment beaucoup de débats autour de l'IA Act. Ce sont des textes qui sont tout de même intéressants de par les garde-fous qu'ils représentent, la réflexion qu'ils apportent. Maintenant l'enjeu c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à quelque part ne pas être trop défensif dans la manière dont on aborde l'innovation, et plutôt d'avoir en tête qu'il faut qu'on crée un moteur de compétitivité via l'innovation. Maya, en 30 secondes pour conclure, si vous deviez nous partager 3 défis au service des entrepreneurs pour rester sur une note positive que vous allez mener à leur côté. Les 3 défis des entrepreneurs restent toujours les mêmes, c'est-à-dire recruter des talents, aller chercher des clients et trouver des financements s'il nécessite d'aller chercher des parts de marché ou financer de la R&D.
Ces critères-là sont toujours les mêmes, ils perdureront. Ce qui est intéressant, c'est que sur les dernières années, on a réussi à plus lever d'argent, à attirer des talents qu'on n'arrivait pas à attirer auparavant, et on arrive à ouvrir des nouvelles parts de marché. On a des très belles boîtes qui se sont internationalisées. L'objectif, c'est d'arriver à toujours aller plus loin, notamment face à une concurrence qui, elle, n'attend pas. Merci beaucoup Maya Noël, directrice générale de France Digital. Et pour terminer, on vous l'avait promis, tout fraîchement atterri de Las Vegas, Gary Shapiro, qui est à l'initiative chaque année de ce que l'on appelle le Consumer Electronic Show. C'est un salon international qui présente chaque année en janvier à Las Vegas les innovations que vous retrouverez dans votre quotidien en France quelques semaines plus tard. Gary, on est sincèrement ravis de vous avoir en plateau, donc c'est un grand honneur. Vous incarnez la vitrine du futur et de l'innovation. En avant-première, j'ai envie de vous demander, allez, dites-nous les prochaines innovations que vous allez nous révéler au CES de Las Vegas en 2025. On est à 4 mois de cette échéance, dans les coulisses. Well, merci beaucoup. I am honored. Je suis désolé, je n'ai pas parlé français. At CES. Au CES à Las Vegas, c'est certain, nous allons voir de formidables innovations, des innovations qui battent tous les records. Nous avons déjà le plus grand nombre d'inscriptions pour nos prix, plus de 1000. Cela reflète bien de grands changements qui se concentrent sur différents domaines. L'IA générative, la technologie pour la santé, le développement durable, mais aussi la mobilité. Un sujet très important. Et évidemment, il y a d'autres sujets qui arrivent comme la robotique. On sait que ce sera présent au salon, des produits pour les personnes en situation de handicap, entre autres. C'est vraiment une très belle célébration de l'innovation mondiale à Las Vegas. 140 000 participants, pas du public, c'est pour le commercial uniquement. C'est vraiment le plus grand salon qui se concentre sur l'innovation. Gary, alors vous l'avez dit et nos invités l'ont dit, l'intelligence artificielle est partout. Selon vous, à quoi ressemblera notre quotidien en 2030 avec cette intelligence artificielle ? À l'horizon 2030, on s'attend à ce que l'IA générative soit omniprésente, accessible par tous. Cela aidera dans les soins de santé, cela permettra de créer des solutions innovantes à des problèmes de santé, personnalisées pour chaque personne, en tenant compte de son patrimoine génétique, son genre, son sexe, ses antécédents, où elle vit, etc., sa race et les problèmes de santé précédents. En termes de mobilité, il y aura moins de morts et de blessés causés par les accidents de la route. En termes de logistique, eh bien, ce sont nos usines qui seront meilleures, qui seront plus efficaces, efficientes. Et évidemment, en termes de développement durable, l'environnement sera plus propre. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous utilisons les meilleures solutions. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question, Gary. Cette frénésie de l'IA, elle n'est pas en train de cacher un problème de fond qui est notre consommation d'électricité. Et est-ce qu'on n'est pas en train de générer les facteurs d'une future crise ? Alors, c'est certain, nous allons utiliser plus d'énergie, plus d'électricité en raison de l'IA, des véhicules électriques et l'avenir de l'informatique quantique qui va être transformatif également. Mais je dois dire une chose, c'est que de tous les pays du monde, la France est la mieux positionnée pour relever ce défi. Elle a un avantage concurrentiel. La France utilise plus d'énergie nucléaire que tous les autres pays. La France est vraiment en avance dans ce domaine. Elle a cette énergie, cette électricité propre à disposition et c'est fabuleux. Alors oui, il y a quelques problèmes, mais il y a également des solutions. La technologie évolue pour réduire la chaleur qui utilise de l'énergie. Il y a de plus en plus de solutions qui permettent de réduire la quantité d'énergie utilisée par ces technologies. Gary, j'ai posé la question à Mathieu d'un point de vue européen tout à l'heure sur l'ordre géopolitique mondial avec une IA qui est dominée par des plateformes américaines. Vu des États-Unis, il n'y a pas un impérialisme américain qui est en train quelque part de phagocyter une pensée européenne ? Je pense qu'en réalité, nous sommes dans la même équipe. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays démocratiques aiment la liberté, qui aiment la liberté, sont en compétition contre d'autres pays comme la Chine, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Ces pays ont des avantages que nous n'aurons jamais. Ils se moquent de l'individu, du respect de la vie privée, ou même de la démocratie, ou toutes ces choses que nous chérissons. Nous partageons cette culture, nous devons donc travailler ensemble. Je pense que nous allons continuer à travailler ensemble, mais il faut réellement se rapprocher. Je représente 1300 entreprises américaines qui veulent que nous réussissions, et nous partageons de la technologie, des informations, et les Européens doivent le faire aussi pour que nous réussissions, parce que cette génération d'entrepreneurs et d'innovateurs a besoin que nous travaillions ensemble, que nous partagions nos licences, nos
d'enseignement, etc. Nous sommes vraiment dans le même camp. Gary, pour conclure, quel regard portez-vous sur l'innovation en France ? L'innovation en France est formidable. Les organisations qui se concentrent sur les entrepreneurs, France Digital, avec Maya par exemple, travaillent très très bien avec les entrepreneurs et permettent de promouvoir l'entrepreneuriat français. La France a les ingrédients. Une population très éduquée, très cultivée, de formidables écoles, des technologies qui utilisent les 5 sens. C'est une culture créative. Le défi, comme Maya l'a dit, c'est l'accès aux capitaux. Et c'est gérer certains règlements, comme le RGPD, qui a tendance à favoriser certains pays et certaines entreprises plutôt. Il ne faut pas que les entreprises soient accablées par trop de règlements. Nous essayons de travailler ensemble, organiser des événements internationaux pour libérer des capitaux. Et je pense que la France est très très bien positionnée. Nous allons annoncer en janvier les lauréats des pays les plus innovants au monde et je serais surpris de ne pas y voir la France. Thank you so much, Gary. I switch in English. I'm really sorry. Merci beaucoup, Gary. On est ravis de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de la Consumer Electronic Show Association. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast et sur l'application Sud Radio et également sur notre chaîne YouTube. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.